Il y a un chiffre que la plupart des gens ne regardent jamais en face. Pas parce qu'ils ne savent pas qu'il existe, mais parce que leur cerveau fait tout pour l'éviter. Et ce mécanisme d'évitement, il a un nom précis, il fonctionne en silence depuis des années dans ta tête et il coûte beaucoup plus cher que n'importe quelle mauvaise décision financière que tu pourrais faire. Dans les 5 prochaines minutes, on va aller droit au but, pas de théorie abstraite, pas de concept réservé aux experts. Juste la psychologie réelle qui explique pourquoi des gens intelligents, avec des revenus corrects, se retrouvent à 35 ans avec presque rien, et comment quelques glissements mentaux précis peuvent complètement inverser ça. Et la chose que presque personne ne dit sur ce sujet, ce qui sépare vraiment ceux qui construisent de quelque chose de durable de ceux qui tournent en rond, elle arrive dans quelques minutes. Et ce n'est pas ce que tu crois. Commençons par une question inconfortable. Est-ce que tu sais exactement combien tu as sur ton compte en ce moment? Pas approximativement. Exactement. Parce que si la réponse est non, ou si quelque chose en toi vient de ressentir une légère résistance à cette question, tu viens d'observer en temps réel un des biais les plus puissants qui existent en psychologie financière. Ça s'appelle l'évitement de l'information négative. Quand notre cerveau anticipe qu'une information va être douloureuse, il active un mécanisme de protection qui nous pousse littéralement à ne pas regarder. On reporte, on ferme l'onglet, on se dit qu'on fera le point ce week-end. Et ce week-end n'arrive jamais. Le problème, c'est qu'éviter un nombre ne le change pas. Il continue de faire ce qu'il fait dans l'ombre pendant que toi, tu vis dans une réalité légèrement arrangée. Et plus on évite, plus l'écart entre la réalité perçue et la réalité réelle se creuse. Jusqu'au moment où quelque chose force l'ouverture, une facture imprévue, un relevé de carte, une nuit d'insomnie, et là, le choc est brutal parce qu'il accumule des mois, parfois des années d'évitement d'un coup. Alors voilà ce que font les gens qui construisent vraiment de la richesse, pas les plus intelligents, pas les plus disciplinés naturellement, ceux qui ont appris à court-circuiter ce mécanisme. Ils regardent dans le nombre, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal, parce qu'un problème qu'on voit est un problème qu'on peut résoudre. Un problème qu'on évite est un problème qui grossit. Maintenant, imaginons que tu regardes, que tu ouvres le tableur, que tu rentres vraiment les chiffres, revenus, charges fixes, ce qui reste, et que ce qui reste est bien inférieur à ce que tu pensais. Ce moment-là, ce moment précis, est un des plus importants qu'une personne puisse vivre sur le plan financier. Pas parce que les chiffres sont bons, mais parce que le cerveau vient de passer du mode évitement au mode résolution de problèmes. C'est neurologiquement différent. Et c'est de là que tout part. Mais voilà où le deuxième piège psychologique entre en jeu. Parce que quand on réalise qu'on est en retard, qu'on approche de la trentaine, ou qu'on l'a dépassé avec peu ou pas d'épargne, une voix intérieure très particulière se manifeste. Elle dit « C'est trop tard, les meilleures années pour investir sont derrière toi. À quoi bon maintenant ?» Ce sentiment, c'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale le biais de fatalisme financier. Et il est dévastateur, pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il se déguise en lucidité. La vérité mathématique, elle, est beaucoup plus neutre. Quelqu'un qui commence à investir régulièrement à 32 ans dans un portefeuille diversifié peut construire quelque chose de structurellement solide d'ici ses 62 ans. Pas parce que la magie opère, mais parce que le temps et la régularité font un travail silencieux et méthodique que la plupart des gens sous-estiment chroniquement. Ce n'est pas de l'optimisme. C'est de l'arithmétique. La fenêtre n'est pas fermée. Elle est simplement différente de celle qu'on t'avait décrite dans les exemples des livres de finances écrits pour des gens de 22 ans. Le vrai obstacle n'est donc pas le temps perdu. C'est la croyance que le temps perdu rend l'action inutile. Et cette croyance-là mérite d'être regardée en face exactement comme le nombre bancaire, parce qu'elle aussi, si tu la laisses dans l'ombre, elle continue de faire son travail. Et si ça vient de faire tilt, si tu reconnais dans tout ça une façon que tu as toi-même de raisonner sur ton argent, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Alors comment on passe de la prise de conscience à l'action concrète? Parce que c'est là que la troisième résistance psychologique apparaît et c'est peut-être la plus sournoise. Quand on comprend qu'il faut commencer à épargner et investir, le cerveau humain a une tendance très naturelle à vouloir attendre les conditions parfaites. Attendre d'avoir remboursé telle dette, attendre la prochaine augmentation, attendre que la situation soit stable. C'est ce qu'on appelle la paralysie par perfectionnisme. Et en finance personnelle, c'est l'un des comportements les plus coûteux qui soit, non pas parce qu'il est irrationnel en apparence, mais parce qu'il semble raisonnable. La réalité comportementale, elle, dit autre chose. Les personnes qui atteignent leurs objectifs financiers ne partent pas dans des conditions idéales. Elles commencent dans des conditions imparfaites, avec des montants insuffisants selon elles, et elles automatisent le comportement avant même que la motivation soit stable. Parce qu'elles ont compris quelque chose de crucial. Le cerveau ne change pas d'abord, puis agit. Il agit d'abord et le cerveau suit. C'est la direction des causalités qui est inversée par rapport à ce qu'on croit intuitivement. Construire un premier filet de sécurité, même modeste, même imparfait, ne sert pas qu'à l'argent. Il sert à reconfigurer l'identité financière.
Chaque fois que tu ne touches pas à cette réserve alors que l'envie ou la pression était là, tu envoies un signal à ton propre système de croyance « Je suis quelqu'un qui gère son argent autrement qu'avant ». Et c'est ce signal répété qui, avec le temps, change vraiment les comportements bien plus durablement que n'importe quelle règle d'épargne appliquée par discipline pure. Il y a un moment dans ce processus que presque personne ne décrit correctement. Ce n'est pas le moment où ton portefeuille atteint un certain chiffre. Ce n'est pas le moment où tu rembourses une dette. C'est le moment où tu te retrouves face à une décision de consommation. Une voiture plus récente, un appartement un peu trop grand, quelque chose que tu mérites après des mois d'efforts et où, au lieu de te demander « est-ce que j'en ai envie ?», tu te demandes spontanément « est-ce que ça sert ce que je construis ?» Sans effort, sans te forcer, juste naturellement. Ce glissement-là, cette modification du cadre de référence par défaut, est la chose la plus précieuse qu'on puisse développer en matière de finances personnelles. Parce que les tactiques, combien épargner, où investir, comment structurer, peuvent s'apprendre en quelques heures. Mais ce recablage du regard, lui, il ne s'achète pas. Et il ne s'explique pas dans un tableau Excel. Il se construit lentement, par accumulation de décisions cohérentes avec qui on veut devenir. Et ce qui est fascinant, c'est que ce changement ne produit pas le sentiment de privation que la plupart des gens anticipent. Il produit quelque chose de beaucoup plus étrange et beaucoup plus satisfaisant, une forme de clarté. Le sentiment tranquille de savoir exactement ce qu'on fait et pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut te prendre. La plupart des gens scrollent sans y penser. Mais si quelque chose dans cette vidéo a changé ta façon de voir ton rapport à l'argent, même légèrement, un like ne coûte rien et ça compte vraiment pour faire vivre ce type de contenu.